Bonjour à tous et bienvenue dans ce Zoom aujourd'hui en compagnie de Pierre Odigier. Bonjour monsieur. Bonjour. Pierre Odigier, polytechnicien, ingénieur des mines. Vous avez été chef de la mission scientifique de l'ambassade de France à Washington et également secrétaire général adjoint du comité interministériel à la sécurité nucléaire. Vous publiez cet ouvrage « Nucléaire, la grande méprise des anti-nucléaires ». On va en parler dans un instant. En décembre 2020, Pierre Odigier, Emmanuel Macron avait déclaré qu'il n'y aurait pas de décision sur le nouveau nucléaire avant la mise en service de l'EPR de Flamanville en 2023. Mardi 9 novembre, lors de son allocution, le président a évoqué la question nucléaire. On l'écoute. Il nous faut tout à la fois continuer d'économiser l'énergie et d'investir dans la production d'énergie décarbonée sur notre sol. C'est pourquoi, pour garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050, nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables. Pierre Odigier, comment expliquez-vous cette nouvelle orientation du président de la République ? Cette orientation n'est pas tout à fait nouvelle, car déjà, au Creusot-Loire l'année dernière, le président de la République avait déclaré qu'il était favorable au nucléaire, que le nucléaire devait représenter le socle de notre capacité de production d'électricité. Et en même temps, est, comme vous le savez, une des formules préférées du président de la République, et en même temps développer les énergies renouvelables, plus particulièrement les énergies intermittentes, puisque bien entendu, quand on parle de renouvelables, il faut faire la différence, distinguer les renouvelables pilotables et les renouvelables intermittentes. Et c'est surtout des renouvelables intermittentes, je pense, que nous parlerons ce soir. On va commencer d'abord par l'énergie nucléaire. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette force ? Eh bien, je commencerai par les inconvénients. Les inconvénients, c'est notamment les accidents. Oui, le nucléaire est dangereux, mais je crois qu'il faut faire la distinction entre le danger et le risque pour les populations. Entre le danger et le danger qui existe dans toutes les industries, et le risque, il y a toutes les instances qui garantissent la sûreté nucléaire de notre parc. Parmi les principaux arguments des antinucléaires, il y a l'argument comme quoi le nucléaire, les centrales nucléaires françaises vieillissent. C'est vrai, elles vieillissent. Mais on peut remplacer la plupart des composants d'une centrale nucléaire par des nouvelles pièces. Par exemple, on a beaucoup remplacé des générateurs de vapeur. Ce sont des pièces lourdes, des pièces qui coûtent très cher, mais bien sûr, chaque fois, le coût du remplacement d'une pièce doit être mis en parallèle avec le nombre de kilowattheures que l'on va produire. Et là, le bilan est toujours très positif. Un deuxième argument, celui des accidents. Oui, il y a eu des accidents. Et je citerai 3 accidents majeurs dont on a beaucoup parlé. Celui de Three Mile Island aux États-Unis, celui de Tchernobyl en Ukraine, et le troisième, celui de Fukushima. Aucun en France. Aucun en France. 2000 en réacteur, sans aucune mort due à la radiation. 2000 années réacteurs, c'est quand même beaucoup. Et de par le monde, il y a eu 5000 années réacteurs du même type de ceux qui sont construits qui fonctionnent en France, sans mort due aux radiations. Sans mort, mais n'y a-t-il pas eu des dommages sur les populations alentours ? Je pense à Fukushima, Tchernobyl, les enfants à naître, etc. Alors, Fukushima, ce n'est pas un accident nucléaire. C'est d'abord un tremblement de terre et c'est un tsunami. Et il y a eu 20 000 morts dus au déplacement de population et aux gens qui ont été noyés tout simplement par ce tsunami. La raison, c'est que
la digue de protection de cette centrale de Fukushima, cette digue de protection ne faisait que 10 mètres, alors que dans le passé, plus exactement en 1885, il y avait eu une vague de 14 mètres. Donc tout le monde était au courant du danger que représentait le fait de ne mettre une digue que de 6 mètres. Oui, ou même installer une centrale nucléaire au bord de l'océan. Bon, à partir du moment où il y a une digue pour la protéger, c'est comme à Golfech, sur l'estuaire de la Garonne. À partir du moment où il y a une digue bien suffisamment installée. Haute, bien dimensionnée pour la protéger contre l'eau, il n'y a pas de problème. Autre inconvénient peut-être, Pierre Odigier, celui des déchets. Est-ce que ces déchets sont sous contrôle une fois qu'on les retire de la centrale? Bien sûr. Bien sûr. Alors la France a choisi ce qu'on appelle le cycle fermé, c'est-à-dire a choisi de retraiter les combustibles une fois qu'ils ont fait leur temps dans la centrale. Et ce retraitement permet de distinguer au sein dans le combustible retraité, les déchets de faible activité et les déchets de très forte activité. Les déchets de très forte activité ont vocation à être enfouis dans une structure géologique à Bure, en Meurthe-et-Moselle, dont on parle beaucoup aujourd'hui car il y a une enquête publique qui a été lancée. Ça fait 30 ans qu'on cherche il y a 30 ans qu'on a commencé à travailler sur ce site. Le nombre d'études considérables ont été faites et on a décidé d'enfouir donc ces déchets de très forte activité dans une structure géologique d'ordo-calovicien qui n'a pas bougé, qui est à 500 mètres de profondeur et qui n'a pas bougé depuis 150 millions d'années. Et cette argile est particulièrement imperméable. Donc on en a encore pour très très longtemps. Et d'ailleurs, des pays comme la Suède, la Finlande, bientôt l'Allemagne, ont beaucoup progressé en la matière. Rapidement, Pierre Odigier, les avantages de la force nucléaire. Alors, les avantages du nucléaire sont bien sûr considérables. D'abord, c'est une énergie pilotable. Pilotable, c'est-à-dire que lorsque les énergies intermittentes cessent de fonctionner, quand il n'y a pas de soleil, pas de vent, eh bien, les énergies pilotables peuvent prendre la place de ces intermittentes. Donc, c'est une énergie pilotable. C'est une énergie qui est essentiellement nationale. La France dispose d'un potentiel industriel qui était important et qui a beaucoup diminué depuis, mais dispose encore d'un potentiel industriel de 200 000 ouvriers et cadres hautement spécialisés. Tout est fabriqué en France et donc c'est un atout essentiel pour l'indépendance du pays. Par ailleurs, le combustible le combustible est entièrement importé, effectivement, mais il provient de sources très variées et la quantité stockée permet de durer pendant plus de 8 ans. Alors que nous importons du pétrole, du gaz, et les stocks ne sont que de 6 mois environ, ce qui est beaucoup plus risqué. Emmanuel Macron avait confirmé la fermeture de 12 réacteurs nucléaires en plus de celle des 2 à Fessenheim, fermeture qui était intervenue en février et juin 2020. Pourquoi fermer des centrales, des réacteurs existants pour en construire d'autres, les petits réacteurs modulaires dont il a parlé dans son allocution ? Alors, il ne faut pas confondre les petits réacteurs modulaires et les fameux EPR. Ce n'est pas du tout les mêmes fonctions. Alors, je traite rapidement des SMR, des Small Modular Reactors. Là, la France, effectivement, a la capacité d'en fabriquer à partir des moteurs de sous-marins nucléaires.
Ce sont des petits... Et donc le principe a été adopté. Je crois que le président a décidé d'en faire une première paire qui serait opérationnelle au début des années 30. C'est 2 fois 170 mégawatts, donc c'est tout petit, 170, c'est un dixième de PR. Et donc effectivement, il y a une utilisation possible de ces SMR, mais pour l'instant, il n'est pas question de remplacer les EPR par des petits réacteurs SMR. Par contre, s'agissant de la fermeture des 12 réacteurs que vous évoquez, c'est un pur scandale. Alors qu'aujourd'hui, nous avons besoin de développer nos énergies pilotables, eh bien, la fermeture de 12 réacteurs est absolument incompréhensible. C'est le résultat d'une loi, la loi de la transition énergétique et pour la croissance verte, la LTCV de 2015, votée sous l'égide de François Hollande avec Ségolène Royal comme ministre. Et donc cette loi avait stipulé que la France devait, d'ici 2025 reporté aujourd'hui à 2035, devait passer de 75% de l'électricité produite par du nucléaire à 50%. Et donc cela se traduisait automatiquement par la fermeture d'un certain nombre de réacteurs. Mais fermer ces réacteurs aujourd'hui est un pur scandale. Fessenheim, c'est 500 millions de pertes de revenus pour EDF chaque année, avec un prix de l'électricité voisin de 50 mégawatts, 50 euros le mégawatt-heure. Et donc, pour une centrale de 2 réacteurs, ça fait presque 1 milliard par an de pertes nettes pour EDF qui, nous le savons tous, a vraiment besoin de revenus. Alors bien sûr, aujourd'hui, les prix de l'électricité ont considérablement augmenté. Ils sont plutôt à 100, 200, plutôt qu'à 50. Mais il est encore trop tôt pour se faire une idée de la pérennité, de la durabilité de cette évolution. En tout cas, c'est un pur scandale à un moment où l'Europe est en train de fermer ses centrales pilotables. Vous évoquez la présence de ces petits réacteurs modulaires au sein des sous-marins nucléaires, mais aujourd'hui EDF n'est pas en capacité de dire avant 2022 si elle peut construire ces petits réacteurs. Alors qui les construirait ? Alors ces petits réacteurs seront construits par une association entre Technikatom, qui est la société qui a construit ces petits réacteurs de sous-marins nucléaires, et EDF. Donc je ne vois pas de problème industriel important, insoluble. On a les ingénieurs capables de construire ces choses. Les ingénieurs capables qui construisent comme je le disais il y a un instant, des moteurs de sous-marins. Et les moteurs de sous-marins, ce sont de petits réacteurs. Quels sont les résultats, Pierre Audigier, des pays qui ont une politique nucléaire et qui souhaitent la poursuivre ? Alors parmi ces pays, il y en a 2 qu'il faut citer d'abord, c'est la Russie et la Chine. Donc ce sont ces 2 pays qui ont une politique de poursuite du nucléaire très très ambitieuse et qui sont très présentes à l'exportation. La Chine se prépare d'ailleurs a déjà exporté un réacteur au Pakistan et se propose d'en exporter d'autres. Elle a un programme de développement très très ambitieux du point de vue dans le pays. 150 réacteurs nucléaires, elle vient d'annoncer 150 réacteurs en 30 ans, c'est-à-dire 5 réacteurs par an. Et donc le deuxième, c'est la Russie que j'ai cité il y a un instant. La Russie qui a beaucoup aidé la Chine d'ailleurs à développer son industrie nucléaire. La Russie a également des ambitions importantes. La Russie est en train d'ailleurs d'exporter 2 réacteurs en Hongrie. Donc ce sont les 2 principaux constructeurs actuellement et ce sont nos deux concurrents sur l'exportation à l'étranger. Un troisième, c'est la Corée du Sud.
La Corée du Sud, qui est également très ambitieuse en matière d'exportation, qui a d'ailleurs exporté déjà une centrale dans les Émirats arabes unis, une centrale qui fonctionne aujourd'hui. Puis j'ai oublié de vous parler des 2 réacteurs, bien sûr, de Taishan en Chine, qui ont été construits avec l'aide de EDF. Ce sont des EPR comme celui de Flamanville, des copies conformes quasiment, et qui fonctionnent comme des montres depuis 2019 et 2020. En l'occurrence, sur l'EPR de Flamanville, il y avait eu des retards de construction. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Alors ces retards sont explicables pour de multiples raisons. Il y a eu tout d'abord les conditions dans lesquelles a été décidé cet EPR. Il a été décidé en coopération franco-allemande. Et donc on a ajouté dans le concept initialement retenu, on a ajouté les exigences de sûreté des 2 pays. Donc cela a alourdi déjà de façon substantielle la facture. Ensuite, il y a eu le retrait des Allemands. Donc le retrait des Allemands, le concept était déjà adopté, et donc il n'a pas été question de changer de concept. Ensuite, il y a eu énormément de confusion au niveau du constructeur et de EDF. Je passe sur les détails. Et le dernier, ce sont les soudures, les soudures de la cuve. Pas de la cuve, mais les soudures du circuit secondaire de EDF, et notamment de Flamanville, et notamment les soudures situées à l'intérieur de l'enceinte de confinement. En fait, il y a 2 enceintes de confinement, ce qui est une spécificité de l'EPR de Flamanville. Donc il y a des soudures qui ont été mal faites. Et donc pour refaire ces soudures, les vérifier, les refaire, il a fallu augmenter de 3 ans la durée de construction de Flamanville. Mais apparemment, EDF annonce que le combustible sera chargé à la fin de l'année 2022 pour une mise en service au début de 2013. Justement, à l'instant, Pierre Odigier, vous évoquiez l'Allemagne qui a une politique de transition énergétique avec une sortie du nucléaire pour 2022 et du charbon pour 2038. Comment jugez-vous la politique de l'Allemagne en la matière ? Alors c'est très difficile de parler de la politique allemande, ne serait-ce que parce qu'il y a 17 politiques. Il y a d'abord la politique au niveau fédéral, et puis il y a chaque land, chaque province, si vous préférez, chaque province a sa propre politique. Et donc, la tâche du chancelier ou de la chancelière est effectivement une tâche très difficile. Donc, fermeture du nucléaire en 2022. Apparemment, ça se passe normalement, comme prévu. Et puis, fermeture du charbon pour 2038. Mais là, c'est plus difficile. Pour l'instant, nous n'avons pas encore de plan détaillé de fermeture de ces réacteurs, de ces centrales. En attendant, les Allemands se préparent à importer des quantités considérables et très supérieures aux quantités actuelles de gaz de la Russie. Alors bien sûr, je ne fais pas de procès d'intention aux Russes, mais je constate que les Russes ont disposé d'un pouvoir de monopole important, et je ne vois pas pourquoi M. Poutine n'utiliserait pas ce pouvoir ce pouvoir dominant pour en abuser. En attendant, l'Allemagne doit importer de l'électricité française pour pallier son manque de production en la matière. Oui, mais c'est assez variable, ça dépend des jours. Ça dépend des jours, il suffit de regarder sur le site Eco2Mix pour suivre jour par jour, heure par heure, les importations et les exportations de la France. Et on constate que, surtout aujourd'hui, l'Allemagne est souvent importatrice
vers la France, mais c'est parce que dans les jours où il y a beaucoup de soleil et surtout beaucoup de vent, ce qui arrive, eh bien l'Allemagne est plutôt exportatrice vers la France. Mais lorsqu'il n'y a ni vent ni soleil, bien sûr, c'est la France qui exporte vers l'Allemagne et la balance commerciale de la France vers l'Allemagne est positive. Alors l'Allemagne a commencé à faire pousser sur son territoire tout un tas d'éoliennes, c'est ce qu'on appelle les énergies renouvelables, les sources intermittentes. Quels sont leurs inconvénients et leurs avantages ? L'inconvénient, bien sûr, enfin, leur avantage d'abord, c'est qu'on peut en construire un peu partout. Leur inconvénient, bien sûr, c'est qu'elles sont intermittentes. Et elles sont intermittentes de façon aléatoire, c'est-à-dire que à partir du moment où elles sont intermittentes, il faut qu'en parallèle, il y ait des centrales pilotables, c'est-à-dire des centrales qui soient capables de démarrer rapidement pour pallier les conséquences, bien sûr, d'un arrêt brutal des éoliennes et un arrêt moins brutal, parce que mieux prévisible, du soleil. Sont-elles si écologiques à vos yeux, ces éoliennes ? Oh oui, elles sont écologiques, encore que pour l'instant, il y a une espèce d'omerta sur le coût de démantèlement de ces éoliennes. Ouais, on voit qu'il faut une espèce de semelle de béton très impressionnante à la base, et on sait qu'elles sont les pales construites en Chine. Absolument. Les éoliennes, pour l'instant, ne sont pas du tout comme peut l'être. À la différence de ce qu'est le nucléaire, les éoliennes sont pour l'essentiel importées. En France, il n'y a que des usines de montage pour l'instant. Alors peut-être que demain, il en sera différemment, mais je ne peux pas vous le garantir. Ma dernière question, Pierre Odigier, on a vu que les instances placées sous l'égide de l'ONU, comme le GIEC, soulignent que le nucléaire a toute sa place dans une politique de lutte contre le réchauffement climatique, alors que l'Union européenne, globalement, n'est pas du tout favorable à l'énergie nucléaire. Comment vous expliquez cet écart idéologique entre l'ONU et l'Union européenne ? Eh bien, ce qu'il faut noter, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre sans un petit retour historique. La France, traditionnellement, à Bruxelles, a surtout insisté sur la politique agricole commune. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. La politique agricole commune, pour des raisons qui sont évidentes, est tout à fait essentielle pour un pays comme la France, qui est un pays à tradition agricole, comme vous le savez. Ce qui fait que, dans le même temps, on a laissé un peu la place aux Allemands et aux Autrichiens pour coloniser la direction chargée de l'énergie et celle chargée de l'environnement, où nous sommes finalement, nous, Français, très peu présents. Et les Allemands sont vent debout contre le nucléaire pour des raisons politiques sur lesquelles je n'ai pas besoin d'insister, et l'Autriche aussi. Et donc il y a le Parti vert est très puissant en Allemagne. Le Parti vert est puissant en Allemagne et l'hostilité au nucléaire n'est pas une spécialité des Verts allemands. C'est l'ensemble de la population allemande qui est opposée au nucléaire et je ne vois pas comment les Allemands pourraient revenir sur leur abandon du nucléaire. Ils ont une facture quand même bien supérieure à la nôtre en électricité, mais ils sont quand même opposés au nucléaire, les Allemands. Alors, c'est plus compliqué que ça. Le prix de l'électricité en Allemagne est effectivement de l'ordre de 70% supérieur à ce qu'il peut être en France. Mais ce qui compte, c'est surtout la facture électrique. Et la facture électrique des Allemands n'est que légèrement supérieure à la facture électrique française, parce que les Allemands utilisent des machines, des équipements beaucoup plus sobres en électricité que la France notamment. Donc cet argument n'est pas très important. Par contre, les Allemands consomment beaucoup plus de gaz, bien sûr, que la France, puisqu'ils se chauffent au gaz, ils ont beaucoup de cogénération, et donc ils sont beaucoup plus dépendants du gaz que nous pouvons l'être, nous, en France.
Pierre Odigier, je rappelle le titre de votre ouvrage, Nucléaire, la grande méprise des anti-nucléaires, que nos téléspectateurs pourront se procurer sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci Pierre Odigier d'être venu sur notre plateau. Merci pour cette interview.